tous. Alors effectivement, comme vous le soulignez, Madame l'Olivier, je vais le prendre, ce sera plus simple. Je vais tenter de vous expliquer pourquoi est-ce que le genre se cache aussi dans ce genre de petites réflexions en apparence anodines. Déjà, je tenais à remercier le comité d'organisation de ces journées, particulièrement Michel Nicolas et Jean-Paul Langtin, avec qui j'ai eu la chance de collaborer au sein du CRMC. En parallèle de ma carrière à l'hôpital, j'ai réalisé donc le cursus universitaire en sciences de l'éducation, donc d'abord la licence, ensuite le master 1, le master 2 et maintenant le doctorat. Et j'ai toujours essayé de travailler sur mon métier à travers les recherches que je pouvais faire dans ce cadre-là. Donc j'avais eu l'occasion de travailler sur le tutorat d'intégration, sur le tutorat d'encadrement, sur le travail de nuit en hôpital psychiatrique, et quand j'étais à l'IFCS, sur le genre soignant face à la violence et les implications que ça pouvait avoir en termes de gestion du groupe patient notamment. À cette occasion-là, j'ai donc découvert ce concept de genre que je prends comme un prisme de lecture en fait, c'est un prisme singulier, il y a plein de manières d'observer des phénomènes et je pense que le genre est un de ces phénomènes. Et c'est un sujet alors, qui a été mis déjà sur le devant de la scène à l'occasion des débats sur le mariage pour tous. Il y a eu des choses absolument déplorables qui ont pu être dites sur ce concept, mais il y a eu un effet de résilience, quelque chose d'extrêmement positif, qui fait qu'il y a eu une production intellectuelle, universitaire et militante à ce moment-là, qui a vraiment décloisonné le sujet et qui a vraiment donné d'excellentes productions sur lesquelles je m'appuie en partie. Et depuis quelques mois, à la lueur notamment de la médiatisation du harcèlement sexuel dans certains milieux, le sujet est à nouveau agité. Et du coup, c'est devenu quelque chose qui est totalement d'actualité, dont tout le monde parle, et sur lesquels beaucoup de gens croient savoir beaucoup de choses. Et en fait, on se rend compte que c'est encore plus polysémique que ce qu'on peut imaginer. Mon travail donc porte sur les étudiants en soins infirmiers plus particulièrement, et donc sur l'impact du genre sur la construction et la structure de leur représentation socio-professionnelle. Le cadre théorique donc oscille entre la sociologie et la psychologie sociale. J'avais tenté de choisir entre l'un et l'autre, et en fait c'est complètement impossible, et il se trouve que mes deux directeurs de thèse sont pour l'un sociologue et pour l'autre psychologue social. Donc j'ai fait le choix de ne pas choisir, et c'est pas inintéressant. Ça soulève un certain nombre de questions, alors des choses vraiment qui sont de l'ordre de l'essentiel. Pourquoi est-ce qu'une femme veut devenir infirmière ? Pourquoi est-ce qu'elle veut faire comme 87,3% de ses congénères de même sexe ? Pourquoi est-ce qu'un homme veut devenir infirmier et se retrouver dans une minorité de 11,3% ? Comment est-ce que les stéréotypes associés au genre masculin et au genre féminin s'actualisent dans la représentation qu'ils développent de leur futur métier ? Est-ce que les rapports de domination et de distinction que le genre opère dans le fonctionnement social général se retrouvent dans la population professionnelle des étudiants en soins infirmiers ? Est-ce que l'expression du genre chez les étudiants infirmiers transgresse les schémas traditionnels que l'on peut connaître ? Hier, Madame Aymard, vous avez commencé votre présentation en disant « Lorsque je suis arrivé à la faculté, je suis devenu un homme. » Et c'est bien ça le problème. Et vous avez dit aussi « Je n'étais pas infirmière. On m'a dit que je n'étais pas infirmière, que c'était une erreur de parcours. » Et là, vous l'êtes pris en pleine figure, ce mur du genre, finalement. Tant que vous étiez infirmière, vous étiez une femme. Et le jour où vous avez accédé à ce qui socialement est plus valorisé que ce métier-là, vous n'étiez plus une femme. Et certainement que les gens qui étaient amenés à décrire vos qualités n'utilisaient plus des compétences ou des qualités stéréotypées comme féminines, mais stéréotypées comme masculines. Voilà. En tout cas, c'est ce que je suppose. Je précise aussi donc, que ce travail est loin d'être terminé. J'ai bien précisé qu'il s'agissait de travaux en cours. Ça fait 2 ans et demi que j'ai commencé ce travail. Je me suis fixé un objectif à 5 ans, donc je suis à peu près à la moitié.
Cependant, j'ai déjà quelques résultats que je vais vous présenter aujourd'hui, puisqu'en fait j'ai choisi une démarche volontairement inductive, c'est-à-dire que très rapidement, au début de ce travail, j'ai eu besoin d'aller chercher des données de terrain pour pouvoir aussi orienter au mieux ma revue de littérature. Et déjà ces premiers éléments recueillis avec un cadrage méthodologique qui était un peu fluctuant amènent des résultats qui, à mon sens, sont intéressants. Je vous présenterai donc quelques éléments de contexte, des réflexions sur les hommes soignants, les femmes soignantes, les représentations sociales et leurs modèles, les représentations professionnelles qui sont vraiment le cœur de mon sujet, des premiers résultats de recherche. Le genre viendra dans un second temps, hein, volontairement je le dissocie. On parlera de la question des stéréotypes et je vous exposerai ensuite les hypothèses et les perspectives. Donc très rapidement, hein, si on reprend les chiffres sur les 10 dernières années, on a des chiffres qui sont relativement stables concernant la présence des hommes dans la profession infirmière. Alors par exemple en 2012, ils étaient presque 17% chez les étudiants en soins infirmiers, c'était une grosse année, mais globalement on oscille donc dans quelque chose qui est entre 11 et 13% d'infirmiers en globalité dans le groupe professionnel. Ce qui est intéressant à voir, c'est la variation selon les lieux d'exercice. On se rend bien compte que selon les endroits où ils travaillent et selon les spécialisations aussi qu'ils peuvent exercer, il y a de grosses différences. Par exemple, au sein des établissements scolaires, il y a 96,3% d'infirmières et donc une grande minorité, une toute petite minorité d'infirmiers. Pareil au sein des PMI, donc là on monte carrément à 98,6%. Pareil en puériculture, 98,7%. Et à l'inverse, chez les infirmiers anesthésistes, on a 30% d'hommes. Chez les IBOD, par contre, on retombe à une proportion qui est tout à fait identique à celle des infirmiers généraux. Petite augmentation également chez les cadres de santé. À noter aussi que chez les ISP, dont la répartition était extrêmement différente, puisqu'on était souvent il y a même une proportion d'hommes qui était majoritaire. Et du coup, ça modifie aussi cette répartition quand on reprend des chiffres plus anciens. Si on s'interroge sur la place des hommes soignants, donc je reprends déjà les travaux de Marie-Françoise Collière, qui avait élaboré une sorte de généalogie et qui expliquait pourquoi il y avait des assignations différenciées qui étaient faites aux hommes soignants et aux femmes soignantes. Ainsi, elle considérait que les hommes soignants étaient là prioritairement pour faire reculer la mort, pour contenir le mal social notamment. C'est pour ça qu'on les trouvait comme gardiens dans les asiles, dans les lazarets. Ils étaient là aussi pour contenir le mal physique, comme les rebouteux, les chiropracteurs, les kinésithérapeutes, pour réparer les blessures, les accidents, donc tout ce qui est de l'ordre de la chirurgie, des infirmiers qui intervenaient sur les champs de bataille, les barbiers également, qui avaient parfois ce rôle de chirurgien, et tout ce qui est de l'ordre de la dénonciation du mal, le chamanisme, les sorciers, le désenvoûtement ou la réduction tout simplement du mal. À l'inverse, alors c'est une mythologie, ça ne dit pas forcément quelque chose de l'ordre de la réalité, mais pourtant on voit bien que ça a des implications. Les femmes, elles, seraient plutôt issues d'une lignée de soins autour de la fécondité, autour du maintien de la vie, autour des accouchements, autour du soin à proprement parler, et autour de la question de l'image du corps. Et pourtant, quand on fait une analyse historique de ce mot infirmier, qui est donc d'abord enfermier, qui apparaît apparemment en 1398, il est d'abord au masculin, et à l'époque on ne parle pas de masculin neutre, il est volontairement masculin, et il désigne donc celui qui soigne les infirmes. Le mot infirmière apparaît plus tard, il apparaît donc quelques années plus tard, et donc il désigne dans les couvents les sœurs qui s'occupent de leurs sœurs malades. On observe ensuite jusqu'à la seconde moitié du XXe siècle que le soin est jugé comme une tâche dévalorisante,
et qu'il est exercé de manière indifférenciée par des hommes ou par des femmes. Et la profession infirmière connaît une féminisation et ensuite une laïcisation au début du XXe siècle en lien avec les valeurs de l'élite sociale d'alors. À ce moment-là, en lien avec la première révolution industrielle, tous les travaux autour du corps sont de plus en plus dévalorisés et l'homme est renforcé dans un rôle de pourvoyeur économique au sein de la cellule familiale. Les métiers du soin sont extrêmement mal rémunérés, voire des fois totalement bénévoles. Et le développement de la classe ouvrière, l'exode rural, font que peu à peu les hommes désinvestissent ce milieu du soin. Cette ségrégation de genre dans l'univers du soin se rattache également à l'influence de Florence Nightingale, qui, dans un but d'émancipation des femmes, a opéré un gros travail d'essentialisation et de féminisation de ce métier, en essayant de le rapprocher le plus possible des qualités stéréotypées comme étant féminines. La bienveillance, la douceur, et en rapprochant au maximum le soin du soin qui pouvait être apporté par la mère à ses enfants. Ça a eu quand même des vertus positives, puisqu'à l'époque, cette profession d'infirmière a offert à des femmes une forme d'émancipation, la garantie d'un métier qualifié, mais tout en restant complètement extérieure au monde de la médecine qui leur était absolument interdit. Les hommes se sont retrouvés peu à peu exclus des soins généraux et cantonnés essentiellement dans les asiles, et c'est aussi pour ça que jusqu'à la disparition du diplôme d'ISP, on observait des proportions d'hommes-femmes qui étaient totalement différentes. Jusqu'à l'avènement des neuroleptiques en 1954, on attendait aussi que la force des soignants et que la contention physique soit essentiellement opérée par des hommes. On se rend compte également que cette lecture historique de la féminisation du soin infirmier est renforcée par des travaux récents, notamment ceux de Carol Gilligan, qui travaille sur la question du care, et qui, elle, opère une espèce de relecture complètement féminine du care, pareil, modifiant aussi les perceptions actuelles qu'on peut avoir de ce processus. Si on s'intéresse maintenant donc à la question de la représentation sociale et après à la question des représentations professionnelles, donc je vous apprends rien en vous disant donc le concept déjà a été élaboré par Émile Durkheim à la fin du XIXe siècle dans ses travaux sur le suicide. C'est un concept qui a ensuite largement disparu des sciences humaines et sociales et qui a été remis au goût du jour en 1961 par Serge Moscovici dans ses travaux sur la psychanalyse et ensuite par Denise Jodelet dans ses travaux sur la folie. C'est la définition de cette dernière que je trouve intéressante. Elle définit la représentation sociale comme une forme de connaissance spécifique, un savoir de sens commun, dont les contenus manifestent d'opérations de processus génératifs et fonctionnels, socialement marqués, une forme de pensée sociale. Les représentations sociales sont des modalités de pensée pratique, orientées vers la communication, la compréhension et la maîtrise de l'environnement social, matériel et idéal. Cette définition est importante puisqu'elle souligne à la fois que la représentation sociale est un produit, mais elle est également un processus. Et l'étude de la représentation sociale passe forcément par l'analyse de ces deux dimensions. Cette représentation sociale peut s'étudier à travers 4 modèles. Donc moi, il y en a 3 que j'utilise dans le cadre de cette recherche. Le premier modèle, donc, c'est le modèle sociogénétique, qui est vraiment issu des travaux de Moscovici et qui nous explique comment se crée une représentation sociale à travers 2 grands processus qui sont donc l'objectivation et l'ancrage. L'objectivation donc correspond vraiment à la manière dont, face à un phénomène nouveau, les sujets vont prélever de l'information dans leur environnement, remodeler petit à petit ces informations et naturaliser ce schéma de manière de plus en plus concrète pour que ça fasse sens pour eux. Le processus d'ancrage, lui, il est moins individuel et il est plutôt psychosocial et il correspond à la manière dont l'individu, en lien avec les représentations préexistantes au sein de son groupe, va petit à petit ancrer donc cette représentation, ces objets issus de l'objectivation, dans son schéma de pensée pour que ça devienne quelque chose de totalement naturel.
Petit à petit, grâce à ce phénomène d'ancrage, donc la représentation sociale se voit attribuer une valeur au sein du groupe de référence auquel appartient l'individu. Et par exemple, là, dans le cas des étudiants infirmiers, ce sera le groupe professionnel des étudiants infirmiers et après le groupe professionnel des infirmiers qui pourra être considéré comme le groupe de référence. Cette représentation sociale devient donc un moyen d'interprétation, elle régule les relations sociales, elle permet d'évaluer les conduites et elle constitue une forme de médiation entre les individus du groupe et entre l'individu et son milieu, et elle devient surtout un moyen de reconnaissance et d'inter-reconnaissance. Tu en es ou tu en es pas. Le deuxième modèle, c'est le modèle structural, qui est issu des travaux de Jean-Claude Abric, et qui s'intéresse vraiment à la structuration de la représentation sociale, avec donc un noyau central, des éléments périphériques, considérant donc que le noyau central est vraiment la partie abstraite de la représentation, alors que les éléments périphériques sont la partie plus opérationnelle. Donc ce modèle est un peu plus simple dans son abord, et l'intérêt, c'est qu'il permet vraiment de schématiser la représentation. Et juste après, donc, je vous présenterai la représentation que j'ai pu élaborer de cela chez les étudiants en soins infirmiers. Le troisième modèle, donc sociodynamique, plutôt issu des travaux de l'école de Genève, et en particulier des travaux de Wilhelm Doise. Donc, ce modèle-là met l'accent sur l'inscription sociale des individus et sur l'influence du groupe sur les représentations sociales, et en particulier donc, sur ce fameux processus d'ancrage dont je vous parlais avant. Et le dernier modèle que je n'utilise pas, c'est donc le modèle dialogique, qui est issu des travaux de Markova, et qui est plutôt basé sur la question de l'altérité et l'intérêt des représentations dans la communication interpersonnelle. Les représentations professionnelles sont une branche donc, des représentations sociales. Elles en constituent un prolongement, donc elles ont été développées par Alain Piazer, Michel Bataille, Jean-François Blin, et elles sont considérées comme des représentations sociales qui sont élaborées dans l'action et dans la communication professionnelle, spécifiées par les contextes, les acteurs appartenant à des groupes et les objets pertinents et utiles pour l'exercice des activités professionnelles. Il est important de différencier les représentations professionnelles qui sont celles de chaque professionnel sur sa profession et les représentations sociales sur les professions. Moi qui suis infirmier, j'ai une représentation sociale du métier de menuisier, du métier de médecin, mais j'ai une représentation professionnelle de mon propre métier d'infirmier et de soignant. Ces représentations professionnelles, donc, elles comportent un certain nombre d'éléments, des éléments qui sont descriptifs, qui concernent vraiment l'objet de la représentation, des éléments prescriptifs qui ont une dimension beaucoup plus normative et qui donnent un cadre assez serré pour la pensée professionnelle, des éléments conditionnels qui, eux, sont plutôt liés au contexte de production de la représentation, qui est aussi important à spécifier, et des éléments évaluatifs, donc qui sont plutôt de l'ordre de ce qui est autorisé et de ce qui est interdit au sein de cette profession. Ces représentations ont différentes fonctions. Elles participent déjà à la construction des savoirs professionnels, elles garantissent les identités professionnelles et les particularités des groupes. On parlera tout à l'heure des représentations intergroupes. Ces représentations professionnelles ont une valeur défensive, c'est-à-dire qu'elles permettent de mettre en avant les particularités du groupe, aussi pour marquer sa singularité vis-à-vis d'autres groupes professionnels. Elles orientent les conduites, elles guident les pratiques professionnelles, et elles ont une fonction de mobilisation des capacités cognitives, d'orientation, et elles permettent surtout la justification a posteriori des pratiques professionnelles. Comment est-ce que j'ai fait donc, pour essayer de mettre à jour cette représentation professionnelle? Donc j'ai utilisé une méthode qui a été élaborée par Jean-Claude Abric et qui s'appelle l'induction hiérarchisée. L'idée, c'est de prendre un groupe de personnes, de leur présenter un mot inducteur et de leur demander les 10 premiers mots qui leur viennent à l'esprit. Et après cette première phase, donc, qui permet quand même de faire émerger des éléments partiellement inconscients, on demande au sujet
de hiérarchiser ces mots selon l'importance qu'ils leur accordent. J'ai donc réalisé cette étude auprès de 645 étudiants, donc c'était en général par groupe de 100 quand je les avais avec moi. Après, une fois qu'on a donc tous ces résultats, on fait un croisement entre la fréquence d'apparition des mots, l'importance qui leur est accordée par les sujets. Les mots qui ont une fréquence forte et une importance forte sont considérés comme relevant du noyau central. Ceux qui ont une importance faible mais une forte fréquence sont la première périphérie. On trouve des éléments qu'on appelle contrastés, qui sont là en général des éléments qui font l'objet d'autres représentations et qui peuvent être intéressants à étudier. Et on trouve ensuite la deuxième périphérie, donc avec une fréquence faible et une importance faible, et qui donc a une importance plus relative dans cette étude. Il me reste 10 minutes, merci. Vous êtes large, très bien. Qu'est-ce que ça donne concrètement ? Ça n'a pas répondu. Alors, je vais fermer ça. Tac. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que ça donne concrètement ? Donc, j'ai aussi essayé d'étudier si le genre de l'induction avait un impact. C'est-à-dire que la moitié du groupe a reçu comme induction le mot infirmier, l'autre moitié a reçu le mot infirmière. Première conclusion, ça n'a aucun impact. Les représentations qui sont mises à jour par cette étude sont similaires, quelle que soit l'induction. Infirmier ou infirmière, ça donne exactement la même chose. Et à la fin d'une des séances de recueil, un étudiant m'avait fait la remarque, il m'a dit de toute façon qu'on voit marqué infirmier ou infirmière, c'est pareil, on sait que ça parle de nous. Et lui ne mettait absolument pas de différence entre les deux. On retrouve donc le mot soin qui est exprimé en général à 80% par les étudiants. Hein, et donc comme ça, j'ai pu élaborer donc 6 schémas de représentation qui sont tous relativement identiques, hein, que ce soit en première année, deuxième année, troisième année. Sinon qu'en troisième année, plus on avance, plus on a de mots différents. Deuxième enseignement de cette recherche, le sexe des étudiants n'a pas d'impact sur les mots qui sont exprimés. J'ai repris tous les mots des différents noyaux centraux, et en fait, si on prend la variable sexe vis-à-vis de la variable expression du mot, on se rend compte que c'est totalement similaire. Si on s'intéresse maintenant à la question du genre et du sexe, on va commencer déjà par un petit test. Alors, Madame Lolivier, si vous voulez bien, je vous prends à contribution. Vous allez me dire ce que vous voyez. Absolument, je vois de très beaux bijoux. Portez-vous. Merci. Maintenant. Qui a l'air d'une pétale. D'accord. Alors ça, c'est un stéréotype doublé d'un préjugé très négatif. Et là, qu'est-ce que vous voyez ? Je vois un jeune homme looké total qui se passe en ce moment. C'est là où vous avez tous la barbe. Il est au torse nu et il a des poils, il ne s'est pas épilé. Voilà. Non, parce qu'il est en aplat. Et maintenant, qu'est-ce que vous voyez ? En fait, ce sont donc... Voilà, c'est une seule et même personne. Et on voit bien que dans un cas comme dans l'autre, on n'a pas accès à la question du sexe, hein. On n'a pas accès à la question en tout cas des déterminants sexuels primaires, vaguement à la question des déterminants sexuels secondaires avec la pilosité faciale. Et on se rend bien compte à quel point le genre correspond à tout ce qu'on voit prioritairement chez une personne. C'est pour ça que certains chercheurs considèrent que le genre précède le sexe. Je l'ai observé notamment avec des enfants dans mon entourage qui ont 3, 4, 5, 6 ans, et qui pour certains ne connaissent pas la différence anatomique entre un homme et une femme, mais savent distinguer un homme d'une femme sur un certain nombre de critères, alors même qu'ils n'ont aucune connaissance des différences anatomiques. Comment est-ce qu'on peut définir le genre ? Donc c'est déjà la distinction entre les personnes des deux sexes, femelle, mâle. Ce sont tous les stéréotypes de sexe qui sont associés.
Ce sont les attentes sociales qui sont relatives à des comportements, à des performances, à des réalisations de rôles sociaux, des traits et caractéristiques d'origine sociale. Ce sont donc les attributs psychologiques, les activités, les rôles, les statuts sociaux culturellement assignés à chacune des catégories de sexe et qui constituent des systèmes de croyances dont le principe d'une détermination est le pivot. On peut également le définir comme un système de bicatégorisation hiérarchisée entre les sexes, donc les hommes et les femmes, et entre les valeurs et représentations qui leur sont associées. Est-ce que le genre précède le sexe? Donc, pour moi, j'ai répondu à la question. Hein. Ça, c'est très clair. Cette question du genre, elle se développe également dans ce qu'on appelle des systèmes de genre, supposant l'existence d'une hiérarchie sociale et de rapports de pouvoir ou de domination, réels ou symboliques, entre les groupes de sexe. Je ne vous apprendrai rien si je vous dis que le groupe socialement dominé est constitué par celui des femmes et le groupe dominant par celui des hommes. Il recouvre les attributs identitaires qui sont rattachés à chacun de ces groupes. Et les recherches qui portent donc sur ces systèmes de genre s'intéressent à 3 points. La division sexuée du travail, donc qui fait partie des objets sur lesquels je m'attarde. L'assignation différenciée des hommes et des femmes à ces 2 sphères. Et les formes de différenciation qui sont liées au genre et qui portent sur les attitudes, les rôles, les styles vestimentaires, etc., le maquillage, les bijoux, ce qu'on a pu observer également. Cela interroge aussi les questions de l'identité de genre et de l'identité sexuée, et sur la manière dont, à la naissance de l'enfant, en fonction du sexe qui lui est assigné, on va ensuite lui coller un certain nombre de déterminants de genre auxquels il devra se conformer, avec le risque, sinon, d'être dans un écart entre le sexe et le genre, sachant que dans ce genre de situation, le sexe a toujours priorité par rapport à la question du genre. Ça interroge donc également les normes de masculinité et de féminité qui sont élaborées dans cette identité sexuée. La partie sur laquelle je travaille plus particulièrement, donc, c'est la question des stéréotypes et des préjugés. Petit rappel, donc, le stéréotype, c'est la dimension cognitive de l'objet, c'est ce que je crois savoir de l'objet. Le préjugé, c'est sur la partie affective ou évaluative, et la discrimination, vraiment sur la partie conative, donc sur la manière dont on agit vis-à-vis de cet objet. Les stéréotypes masculins, donc c'est tout ce qui relève de l'extériorité, en lien aussi avec l'anatomie masculine, donc des traits qu'on appelle instrumentaux, la direction des autres, l'initiative, l'action, la fermeté, le contrôle de soi, le contrôle des émotions, voire la froideur, et le travail sur des projets durables. Les attributs stéréotypiques féminins, des traits plutôt expressifs, de l'ordre de l'intériorité, et essentiellement à orientation interpersonnelle. La sensibilité, la douleur, la douceur, la délicatesse, la discontinuité de l'humeur, la mauvaise gestion des émotions, etc., etc. Ces stéréotypes comportent donc des préjugés, ils conditionnent la socialisation des individus, ils entraînent des mécanismes de reproduction de ces mêmes stéréotypes. Là encore, quelques stéréotypes de genre. Alors, il y a aussi les préjugés négatifs. Voilà, les femmes sont inconstantes, elles sont vulnérables, elles sont facilement dociles, elles sont soumises, elles sont émotionnelles. Les hommes sont confiants sur d'eux, courageux, aventureux, rationnels, analytiques. Voilà. Les femmes coupent la parole aux hommes. Quel impact ça a? Vous êtes en train de me castrer, là, ça va pas. Quel impact ça a aussi au sein du travail? C'est là aussi les objets sur lesquels je m'attarde. C'est la question du plafond de verre que vous, Madame Aymar, vous avez explosé en arrivant à la fac. Alors j'espère que vous n'avez pas trop de morceaux de verre qui vous ont blessé. Ce concept est extrêmement intéressant. On considère qu'à un moment donné, les femmes ne peuvent plus monter en hiérarchie et que si elles montent au-delà de ce plafond de verre, ce ne sont plus des femmes, en fait. Voilà. Et ça, vous l'avez largement expérimenté. À métier équivalent, les femmes perçoivent un traitement salarial inférieur. À diplôme équivalent, elles occupent des emplois moins qualifiés.
Et sur un même poste, les tâches sont différenciées. Là encore, quelques stéréotypes au niveau professionnel. Ceux qui sont le plus intéressants, c'est la question de l'autonomie dans le travail et de la contrainte pour les femmes, et l'occupation de fonctions hiérarchiques pour les hommes. Et dans le cas des infirmières, donc le fait que prioritairement, on pense que les hommes sont dotés de qualités qui sont sanctionnées par des diplômes, alors qu'on attribue aux femmes des qualités innées, et en l'occurrence tout ce qui se rapporte à la question du care. Je terminerai là-dessus. Dans cette première étude que j'ai faite, par exemple, on observe, donc là c'est un rapport entre la proportion d'hommes au sein des groupes et l'indice de cognition partagée. L'indice de cognition partagée, c'est le nombre de mots qui est exprimé au sein des représentations. Et ce qu'on observe, c'est que plus il y a d'hommes au sein de ces groupes, plus l'indice de cognition partagée est faible. C'est-à-dire que les femmes, pour décrire leur représentation, utilisent un nombre de mots qui est beaucoup plus limité que celui des hommes. C'est pas moi qui ai mis en évidence ce phénomène, c'est Fabio Lorenzi-Sioldi. C'est un Italien. Suisse. C'est un Suisse. Il a une consonance italienne. Oui, mais il travaille à Genève. Et ce qu'il a mis en évidence, c'est donc ça, c'est que les femmes étant un groupe socialement dominé, si en plus il y en a une qui sort la tête de ce groupe, elle va se retrouver avec la tête coupée. Alors que les hommes, étant un groupe par défaut identifié de manière stéréotypique, j'insiste, comme dominant, ils peuvent se permettre un peu plus d'originalité et de créativité dans la manière dont ils se définissent, sans pour autant être mis en difficulté. Très rapidement, donc, au niveau des hypothèses que je développe, donc, le premier, vous l'aurez compris, c'est que les éléments de genre individuels et groupaux ont un impact sur les représentations professionnelles, que cette dimension genrée de la représentation professionnelle se manifeste à travers le processus d'objectivation, mais qu'elle se justifie à travers ce processus d'ancrage psychosocial, c'est-à-dire vraiment l'environnement psychosocial dans lequel évoluent les individus, et que les étudiants infirmiers, tous genres confondus, développent des structures de représentation qui sont relativement comparables, mais qui diffèrent à nouveau dans leur ancrage psychosocial, c'est-à-dire dans leur identité de genre et dans leur socialisation de genre. Cette étude comporte un certain nombre de biais que je m'efforce de déminer au fur et à mesure. C'est la question de la complaisance, c'est la question de la désirabilité vis-à-vis des personnes que je peux interroger, puisque c'est très vite fait d'essayer de montrer une façade très différente. C'est d'arriver à dépasser les différences de sexe pour s'intéresser uniquement aux différences de genre et éviter au maximum de parler des hommes et des femmes, mais bien de s'intéresser à la question du genre, et d'éviter aussi de mettre finalement sur un piédestal cette question de la différence des sexes, encore une fois pour essayer de la gommer le plus possible. Voilà, je suis à peu près dans les temps. Juste pour conclure, donc pas de conclusion pour la question de mon travail puisqu'il est vraiment en cours, mais je souhaitais juste souligner 2 points. Donc ce travail ne porte pas directement sur la question du soin infirmier, mais bien sur les praticiens en soins infirmiers et sur ceux qui font ce soin. Et ils sont fortement imprégnés des préoccupations que j'ai pu développer dans la discipline psychiatrique, notamment la forte inscription des soins infirmiers dans le cadre des sciences humaines. Et le deuxième point que je souhaitais souligner, je terminerai là-dessus, c'est qu'au long de tout ce parcours universitaire que j'ai fait, donc que j'ai commencé il y a 12 ans, j'ai été de plus en plus frappé par la grande modestie des chercheurs, des maîtres de conférences, des professeurs que je rencontrais, et qui me disaient en général qu'il y avait plein de questions auxquelles ils ne pouvaient pas répondre, parce qu'ils n'étaient absolument pas spécialistes du sujet. Et plus j'avance dans mon cursus, plus je me rends compte que le fait de circonscrire un objet de recherche, de le préciser de plus en plus, d'explorer toutes ses ramifications, d'une part fait grandir ma frustration, et me montre à quel point je suis ignorant, et combien chaque tentative de combler cette ignorance, met en lumière 5, 6, 7 nouvelles zones d'ombre, et combien cela peut se révéler stimulant.
Merci.